Une bouffée d'air frais dans le segment des petites voitures avec la toute nouvelle Nissan Micra, ce véhicule emblématique à travers les générations. Maintenant, dans cette toute nouvelle génération, à quel point est-elle bien? Encore une fois, avec ce visage très amical et sur le plan technologique, c'est un modèle frère ou sœur de la Renault R5. La différence? On va voir. Je suis Thomas sur Auto Je Foule en 4K, plein écran et en intégralité. Allons-y avec le, comme je l'ai dit, visage rond typique de la Nissan Micra. Intéressant comment ils ont séparé ici les feux de jour là et puis une couleur bleue saisissante. Ils ont des couleurs très intéressantes ici, puis un contraste en noir dans la partie inférieure, et cela se poursuit à travers le profil latéral. Sur les modèles haut de gamme, le montant B est noir brillant, alors qu'il est noir mat en entrée de gamme. Le véhicule mesure 3,97 mètres ou 156 pouces de long, équipé de roues de 18 pouces en acier ou en aluminium pour les versions haut de gamme, avec traction avant et une puissance de 122 ou 150 chevaux. Et cela est également lié aux tailles de batterie, où nous avons soit une batterie de 40 kWh, soit une batterie de 52 kWh. Nous avons la plus grande aujourd'hui, 8 ou 9 secondes en termes d'accélération. Ici, la 150 chevaux à 8 secondes, à l'arrière, très emblématique, ce design avec les feux ronds. Et c'est très rare de voir qu'ils utilisent la couleur de la carrosserie à l'intérieur des feux arrière. C'est une idée de design intéressante. Et le design extérieur est également ce qui le distingue le plus de la Renault R5. Ce qu'ils ont en commun, c'est plutôt ici, ce montant C, et aussi le fait que les portes s'ouvrent exactement à cet endroit. C'est un exemple. À la fin du test, parce que nous l'avons conduit aujourd'hui, y compris sur autoroute, à 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure, pour vérifier l'autonomie réelle et concise, nous vous donnerons une mise à jour à la fin du test. Ici, pour la recharge, c'est vraiment intéressant, ces deux traits verticaux et ces trois lignes horizontales visibles. Ça signifie Nissan en japonais. C'est très intéressant. Et ici, 11 kW en AC pour les deux et en charge DC aussi pour les deux, 80 ou 100 kW, puis 100 pour la batterie plus grande, ce qui signifie, dans les deux cas, de 15% à 80% de charge en environ 30 minutes. Et est-ce qu'il a un coffre avant ou pas? Voyons ça. Et voilà. Un capot rond, plutôt sympa et vraiment agréable. Et non, il n'a pas de coffre à l'avant. Il n'y aurait que très peu d'espace. Oui, mais au moins, ils ont utilisé la majeure partie de l'espace disponible. Oui, comme vu ici, c'est bien peint à l'intérieur de la capote et il n'y a pas de vérin quand même. Voyons dans le coffre arrière si on a la place pour le câble de recharge. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. J'espère que ça marche toujours avec l'audio et tout. Je veux être encore plus près de ce paysage. Belle vue sur la mer là-bas. Nous avons des plans superposés, mais le vent était trop fort, donc on l'a déplacé un peu plus loin. C'est mieux pour la qualité du son. Maintenant, vers l'intérieur de la voiture, cette Micra bénéficie aussi de la carte clé typique de Renault. La fermeture de porte est solide à l'avant. On l'entend toujours avec le vent. Aussi assez solide à l'arrière. Ensuite, à l'intérieur des portes, tout est en matériaux durs depuis le haut ici, mais là, c'est un peu plus souple. C'est bien un revêtement en cuir, mais sans aucun renfort ou rembourrage en dessous. Panneau rigide à l'intérieur des portes ici, manivelle classique avec un dessus galvanisé sympa. C'est vraiment plutôt cool. Puis le volant. Celui-ci, bien sûr, assez similaire à la perforation Renault ici. Matériaux sans animal. Très haut de gamme. Plutôt cool. Commande simple pour le régulateur. À droite aussi pour modifier les instruments numériques et le sélecteur de mode de conduite. Ensuite, les sièges. Ici, on a la finition sport, ce qui correspond à un mélange de simili-cuir et de tissu. Et un choix de design un peu plus coloré ici aussi. Il y aurait aussi un tissu noir disponible dans ce qu'on appelle la finition confort. Et il y a aussi la finition zen avec le tissu blanc. Parce que j'ai jeté un œil ici dans le livret ou la brochure. Brochure, on dirait en allemand d'ailleurs. Et là, on pouvait voir ces sièges zen en tissu blanc. Et ils ont l'air vraiment incroyables. J'aimerais bien les voir en action aussi. Ouais, mais pas eu l'occasion. Ici, 189 602. Ça va? Les sièges sont pas mal. Peut-être mieux pour les personnes très grandes, mais ce n'est pas le problème ici. Les limitations se situent surtout au niveau des genoux, particulièrement à droite, où ça devient un peu serré. Oui, c'est typique quand tu as des jambes longues, mais globalement, vu qu'on a ici le réglage de la direction, on peut s'en sortir.
Là, tu vois bien, toutes ces colonnes derrière bougent en même temps que le volant. Configure un mode My Personal, My Safety dans l'infotainment. Alors là, appuie 2 fois et ensuite cette chose de loi sonore U-Speed est directement désactivée. Ou tu peux également configurer ça en appuyant ici et d'autres trucs se désactivent tout de suite. Par exemple, l'assistance de voix si ça t'énerve. Ensuite, la vue du tableau de bord. Vraiment très bien réussi ici avec le tableau de bord en simili cuir doux et élégamment matelassé. Ça paraît haut de gamme, comme dans un véhicule premium, hardpack ou autre, puis ici sur le dessus. L'écran peut être éteint avec un vrai bouton sur le dessus. Et aussi ici pour le volume, sur le dessus. Sur le dessus, c'est possible, 10 pouces à droite. Le côté gauche commence par 7 pouces. Et à partir du niveau de finition moyen, c'est 10 pouces comme vous voyez ici. Et le côté gauche, normal pour les indicateurs et ainsi de suite. Et ici, c'est le levier de vitesse. Et vous pouvez voir que Renault l'a fait comme un rouge à lèvres, un couvercle de rouge à lèvres ouvert. Nissan a dit pas cette connotation, alors on l'a fait noir sur noir. Et ensuite, nous l'avons ici avec la commande des essuie-glaces, et puis ce bouton de volume typiquement Renault se trouve juste à cet endroit. Et pour le mode de récupération au volant, je vais également en parler un peu plus tard dans la vidéo. Ce qui est cool, c'est qu'on a des clics sympas pour la clim, la température et le ventilateur. J'adore ça et c'est vraiment facile à contrôler en conduisant. Ensuite, cette console centrale ouverte, 2 chargeurs USB-C, un plateau de charge inductive non ventilé et celui-ci, tu peux l'enlever pour le nettoyer par exemple. Et puis, on a quelques porte-gobelets, pas adaptatifs, cela dit. Tu peux séparer ça. Matériaux basiques, juste en dessous. Un peu plus d'espace en ouvrant celui-ci. Ici, l'isofix tout à l'avant du siège, c'est aussi un truc pratique et la boîte à gants ici est bien insonorisée. Et on a rangé tout le bazar dedans, dans cette petite boîte à gants là, pour l'instant en tout cas. Et ici, il y a des bouches d'aération manuelles à ajuster, donc c'est une interface utilisateur simple et intuitive. Et les instruments numériques ici, avec la vue Google Maps. Ou si vous ne voulez pas ça, ou si vous ne l'utilisez pas de cette manière, vous pouvez aussi avoir la vue classique des instruments comme ça. Donc ça peut être adaptatif. Et puis à droite, il y a aussi la vue Google Maps, ou bien vous passez au réglage du véhicule. En théorie, vous pourriez aussi choisir les modes de conduite ici. Pour l'assistance, vous pouvez configurer le mode personnel là, et c'est déjà prêt. L'avertissement de vitesse et de franchissement de ligne désactivé. Ensuite, 2 clics sur le côté gauche. Apple CarPlay et Android Auto sont aussi possibles. Passons au siège arrière. Les portes sont en coque dure partout, comme ici. Les sièges, eux, reprennent les mêmes matériaux à l'arrière. C'est sympa. Les fixations Isofix peuvent se plier comme ça et vous pouvez y accéder. Il peut aussi accueillir jusqu'à 5 personnes en réalité. Mais les limites sont bien là. Quand je conduis en tant que personne grande, vous voyez que je ne rentre pas vraiment dedans. Léa s'amuse déjà, et vous aussi, j'espère bien. Pour la tête, c'est vraiment juste. C'est vraiment juste, mais l'espace pour la tête est plus facile que celui pour les jambes, pour ainsi dire. Ce qui est cool, c'est que vous avez ce plafond gris à l'intérieur, puis cette structure inclinée. C'est plutôt cool, non? Et puis ici, ces lumières, elles sont vraiment intéressantes à observer. Donc tu peux simplement les toucher pour les activer ou les désactiver. Bien sûr, en tenant compte de la longueur de la voiture, tu es limité à un certain moment. C'est pas étonnant. Le coffre triangulaire fait 330 litres. Ouvrons-le. Et je veux juste te montrer ici comment tu peux facilement y mettre 2 valises. Ouais, c'est une manière vraiment créative de faire ça, en effet. Et ensuite, voyons. Eh bien, le câble traîne un peu dans tous les sens parce que c'est comme ça. Alors ici, nous avons un peu moins d'1 mètre ou 40 pouces de largeur et la longueur ici dans la partie inférieure est d'environ 26 pouces ou 67 cm. Et quand on plie les sièges ici, avec une répartition 2 tiers, 1 tiers, ça fait environ 50 pouces ou 1,27 m. Et pour finir, la hauteur ici, au point le plus élevé, est de 33 pouces ou 83 cm. Donc, ouais, c'est évidemment un petit véhicule, c'est comme ça. Mais je veux dire, si tu laisses le câble à la maison et que tu charges avec la wallbox, peut-être comme ça, alors tu as un peu plus d'espace. D'ailleurs, ici en dessous, il y a un petit espace. Mais ça ne conviendrait pas pour un câble de charge de taille normale, cependant. Ça convient pour l'adaptateur de charge du véhicule, c'est intéressant.
Donc pour les gadgets à l'extérieur, le tableau de bord central, une pompe ou quelque chose comme ça se branche dans le port de charge depuis l'extérieur. Super fonctionnalité. Allez, on commence à conduire la Nissan Micra. On commence par la conduite en ville, une chose pour laquelle cette voiture est parfaitement adaptée. Et nous sommes ici en plein cœur du centre-ville de Rotterdam, aux Pays-Bas. Donc, on peut activer ou désactiver, au fait, très simplement et rapidement, tous ces bips, bips, bips de vitesse et autres alertes sonores. Tu peux configurer ton mode de sécurité personnelle et le désactiver très facilement ici à gauche du volant. C'est donc une bonne chose. Les modes de conduite, comme le confort ici, ne modifient pas la suspension ou d'autres paramètres. Mais en mode éco, la puissance est considérablement réduite et vous avez aussi une vitesse maximale bien plus limitée qu'en mode normal. C'est dans ces moments où vous avez peut-être vraiment peur de ne pas pouvoir atteindre votre destination à cause du niveau de la batterie. Tous les autres modes offrent globalement la même puissance. En mode sport, c'est simplement l'accélérateur qui est un peu plus réactif, mais ils auront tous la même puissance que si vous appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur sans aucune restriction. Il faut le dire ici, seul le mode éco a cette réduction. Et bon, avec cette petite voiture, parfois on se retrouve dans des situations comme celle-ci. On se retrouve soudain dans un embouteillage où on ne s'y attendait peut-être pas. Mais au moins, c'est une petite voiture, et on peut peut-être se faufiler ici et là. Du coup, c'est en fait un peu moins stressant que lorsqu'on est dans la circulation en ville. Voyons aussi ce qu'il en est de la récupération. On peut la régler ici sur les pédales et activer celle-ci. Conduite avec une seule pédale et voyons si c'est une vraie conduite à une seule pédale, donc elle suivrait simplement ce véhicule. Je peux aussi ici ajuster pour plus de roulement, donc ici je l'ai au niveau minimum, ça roule, hein. Et ensuite, j'utilise la pédale de décélération juste avec la pédale de frein ou la conduite à une seule pédale. Voyons, rapprochons-nous de la Polestar devant nous et voyons si nous pouvons nous arrêter complètement. C'était un peu trop. Oui, c'est bon maintenant. Je n'ai pas utilisé le frein. Encore une fois, oui, donc conduite à une seule pédale pour un arrêt complet, ça fonctionne en fait. C'est vraiment pratique et efficace, surtout dans les situations où on veut réduire l'utilisation du frein et optimiser la récupération d'énergie. Tu peux juste définir comme tu le souhaites. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si ça le sauvegarde. Voyons, éteignons le véhicule. C'est réactivé automatiquement. Voyons, passons en mode conduite. Non, pas encore. Je ne suis pas en mode conduite à une pédale. Regarde ici, la voiture avance aussi lentement quand je relâche le frein. C'est vraiment le cas. Au deuxième niveau, en effet, ouais. Mais avec le mode une pédale, tu entends aussi ce bip tout le temps. Tu dois activer toi-même la conduite à une pédale, donc c'est assez souvent le cas. Je veux dire, il y a certaines voitures, maintenant, qui ont tous ces modes de récupération homologués. Mais la plupart des constructeurs automobiles choisissent des modes qui sont officiellement enregistrés dans le cycle de conduite, et ainsi de suite. Là, une fois de plus, tu dois activer le mode à une pédale de manière intentionnelle et faisons quelques accélérations rapides sur l'autoroute. C'était de 50 à 100 km à l'heure. Nous avons ici la version plus puissante, celle de 150 chevaux, équipée de la plus grande batterie, la 52 kWh. Je pensais en allemand maintenant car là-bas on inverse les chiffres, ce truc fou de la langue allemande. Donc une batterie de 52 kWh avec 150 chevaux, évidemment, ça apporte un peu plus de punch et de réactivité. Le chiffre d'accélération ne diffère en fait que d'une seconde, car la batterie plus petite est aussi moins lourde. 8 et 9 secondes pour passer de 0 à 100 km par heure. Sur l'autoroute, à une vitesse de 100 km par heure, l'isolation phonique reste tout à fait correcte et vraiment très agréable. C'est sûrement parce qu'il ne fait pas face au vent. Il y a un vent très fort dehors aujourd'hui, je dois dire. Et en prenant ça en compte, je pense que c'est acceptable, non? Aussi un toit bien isolé comme on vous l'a montré plus tôt avec ce joli design-là. Donc, c'est vraiment pas mal. Le châssis, ou plutôt la suspension, est réglé assez ferme et sportif. En ville, on voudrait plus de confort, mais sur l'autoroute, ça assure la stabilité. Donc quand je fais un changement de voie, vous savez, c'est vraiment bien ressenti. Alors, c'est plus petit en ville et on peut se faufiler un peu partout ici et là.
Mais en même temps, il donne vraiment une impression de voiture plus adulte sur l'autoroute avec une prise en main solide, vous comprenez? Un sentiment de sécurité et de stabilité, ce n'est pas comme, vous savez, certains petits véhicules bon marché, ils sont bien en ville, mais quand on roule un peu plus vite, on se sent vous voyez, ça ne donne pas une bonne sensation. Mais ici, c'est tout le contraire. C'est stable sur la route, calme et aussi amusant. Et tu as cette sensation de karting comparable, par exemple, aussi à la Mini. Sauf que la Mini, bien sûr, est bien plus chère. Mais en fait, ça se sent plutôt bien sur l'autoroute. Donc, c'est intéressant. Le mode sport ici, j'aime bien ça. Ils ont un peu plus de retour au niveau de la direction. C'est surtout lié à la réactivité de l'accélérateur. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la puissance totale reste identique. Donc tu peux tout aussi bien revenir par exemple au mode confort selon ce que tu préfères, mais le mode sport ne consommera plus d'énergie que si tu appuies vraiment à fond sur l'accélérateur. Si tu es plus doux, la consommation peut rester similaire. Et ici, tu peux aussi remarquer que la consommation augmente légèrement par rapport à... Je te donnerai une mise à jour plus tard avec les chiffres de consommation et la moyenne globale, mais ici, en ce moment, quand on roule simplement à 60 km à l'heure, ça semble rester à environ 16 kWh pour 100 km, donc oui, c'est un fait et un chiffre intéressant pour l'instant. La seule chose, c'est que je ne ferai peut-être pas un long voyage avec celle-ci, surtout à cause de l'espace offert pour les personnes grandes, comme je l'ai dit plus tôt, ici avec le siège bien ajusté à droite et à gauche. C'est juste pour moi avec mes longues jambes et la position de conduite n'est peut-être pas la plus idéale, mais si tu es un peu plus petit, alors ce n'est vraiment pas un problème. Je trouve que ça se comporte plutôt bien dans les virages et tout ça, donc je suis très positivement surpris par ça. Il semble qu'ils apprécient cette collaboration avec Renault. Le châssis, qui est également utilisé pour la R5 et pour la R4 plus longue dans de nombreuses parties, semble faire un très bon travail et c'est vraiment agréable à conduire. C'est très amusant à conduire. J'adore, tu sais, la direction pourrait être plus lourde en grande vitesse, mais c'est une question de goût. Léa préfère quand la direction est légère et facile à contrôler. Vous pouvez tester des systèmes d'assistance. Vous pouvez aussi choisir, par exemple, l'assistance active. Et voilà. Et maintenant, nous avons le contrôle de la distance et nous avons également la direction active. En tant que conducteur, tu dois être doux pour pas que tes passagers soient dérangés par la vitesse et les freinages répétés et tout ça. Voyons voir ici. L'assistance de freinage active. Jusqu'ici, pas trop chaotique. C'est assez fluide comment elle suit la voie. C'est sympa. Ouais, c'est cool. Et le détecteur d'angle mort, voyons, il y a un point rouge. Ça pourrait peut-être être un peu plus visible, mais au moins tu l'as. Je pense que tu ne peux pas le voir depuis aucun angle de caméra, mais il y a comme un point rouge dans les rétroviseurs latéraux, et quand j'active les clignotants, ils se mettent à clignoter. C'est aussi une chose utile, donc c'est bien. Et pour les systèmes d'assistance aussi. Et comme nous sommes aux Pays-Bas aujourd'hui, on ne peut pas vraiment rouler plus vite. Peut-être faudra-t-il retourner en Allemagne pour foncer à pleine vitesse sur l'autoroute. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble dans le tunnel. Il y a un éclairage d'ambiance ici et aussi dans la partie inférieure. Et vous pouvez aussi très bien voir l'affichage de Google Maps passer en mode nuit. C'est aussi bien que ce ne soit pas trop lumineux lorsqu'on conduit la nuit. Plutôt cool d'avoir ici Google Maps intégré qui dispose également la planification de trajet incluse pour les arrêts de recharge et oui, tu n'as pas besoin d'utiliser les données de ton smartphone, c'est directement intégré. C'est aussi assez réactif et ainsi de suite. Et tu peux également voir que je peux l'avoir directement dans les instruments, pas seulement dans le système d'infodivertissement central. Donc à part ça, je n'ai pas trop de place en tant que grande personne dans cette petite voiture, ce qui est normal pour la taille du véhicule. En fait, elle se comporte plutôt bien sur l'autoroute et oui, assez relaxante pour ainsi dire. Et bien sûr, quand tu reviens en ville, tu peux repartir pour un petit karting urbain une fois de plus. En ce qui concerne le prix, ça commence à 28 000 €. C'est un peu plus cher que la Renault R5, mais celui-ci inclut aussi un peu plus. Ensuite, c'est 33 000 € avec la grande batterie et 35 000 € dans la finition haut de gamme ici. Ensuite, tu peux ajouter quelques options supplémentaires. Alors oui, Volkswagen promet qu'ils proposeront la V-Double.
ID Up. C'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant, à un prix d'entrée plus bas, environ 20 000 euros. Donc on verra bien. Et bien sûr, il faut aussi voir les prix de location. Mais c'est très intéressant pour les versions haut de gamme. Celle-ci coûte quelques milliers d'euros de moins que la Renault R5. Alors oui, on verra bien les taux de location, Renault contre Nissan et ainsi de suite. Parce que le visuel demeure toujours la principale différence sur l'extérieur, surtout ici. Sur l'autoroute, à une vitesse constante de 100 km à l'heure, soit environ 60 miles par heure, nous avons pu constater une consommation moyenne de 15 kWh au 100 km. Environ 4 miles par kWh, soit une autonomie d'environ 350 km ou 220 miles. En ville ou à la campagne, la consommation pourrait descendre jusqu'à 13 kWh pour 100 km, un usage tout à fait réaliste pour ce véhicule. La grande batterie offre jusqu'à 400 km, 250 miles. Bien sûr, l'autonomie diminue nettement si vous roulez à grande vitesse, c'est-à-dire 150 km par heure, qui est le Vmax. Ce n'est pas vraiment un véhicule conçu pour les longs tronçons d'autoroute, cela devrait déjà être parfaitement clair. Je suis grand, donc la petite voiture n'était vraiment pas idéale pour s'asseoir avec les genoux pliés et tout ça. Mais ma plus grande surprise, c'est que c'est vraiment super amusant à conduire. Elle se manie très bien et c'est super plaisant, même sur l'autoroute. Même à des vitesses plus élevées, très stable et le vent soufflait fort, mais la conduite est restée incroyablement stable et très posée. C'était plutôt cool et c'est ce qui m'a le plus impressionné au final. Et maintenant, tu devrais jeter un œil au modèle frère ou sœur de Renault, la R5 ou même la R4, légèrement plus longue.